Clément Abadi, moi je suis chez Live Mentor depuis 6 mois maintenant. Je viens du monde des sciences, parce que du coup j'étais géologue initialement, j'ai fait toutes mes formations en géologie et j'ai travaillé 3 ans au sein d'un laboratoire. J'ai fait un switch du coup vers le commerce via Iconoclast et aujourd'hui voilà, je suis chez Live Mentor depuis, comme je viens de le dire, 6 mois. Live Mentor, on vend des formations en ligne pour les entrepreneurs et moi je m'occupe voilà, de la partie Ops pour améliorer le quotidien des commerciaux et des supports chez nous aujourd'hui. Trop bien. Bah, écoutez, moi, c'est Antoine, donc j'ai 23 ans. Mon parcours en quelques mots, c'est donc du rugby au niveau que j'ai pratiqué pendant 5 années. Ensuite, j'ai fait plusieurs projets entrepreneuriaux, tous orientés dans le web. Et après mon passage à Icono, du coup, j'ai rejoint Partout en tant que BDR en sales dans l'équipe Grand Compte. Et donc rapidement, Partout, on aide les réseaux d'enseignes à améliorer leur référencement local sur Internet. Donc l'objectif, augmenter leur trafic en point de vente. Et aussi, pour finir, avec Clément, on va lancer un blog Sales dans quelques jours, dans quelques semaines, courant mois de décembre, qui va s'appeler Elixir. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous connecter à nos LinkedIn et on fera une annonce d'ici peu. Voilà. Top, merci à tous les deux. On va rentrer dans le vif du sujet, du coup. Petit rappel, du coup, la vente, c'est un processus qui repose de plus en plus sur de l'ingénierie et de la tech. Et donc, c'est dans cette perspective que la fonction Sales Ops ou Sales Operations est de plus en plus présente pour optimiser le processus de vente. Donc, les postes de Sales Ops qui n'existaient pas ou très peu il y a 10 ans, jusqu'à sont petit à petit intégrés dans les entreprises. Donc, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à récemment, il n'y avait aucune formation à ce job. Et selon les organisations, ce rôle, il est soit absorbé par les commerciaux dans leur quotidien, soit ça devient un poste à part entière, comme celui de Clément. Donc, juste pour commencer, est-ce qu'on pourrait revenir rapidement sur la raison d'être des Sales Operations dans vos entreprises? Donc, ça veut dire quoi et pourquoi vous en faites? Ouais, alors du coup, je pense que c'est un métier qui est né avec l'émergence de tous ces nouveaux outils, tous ces nouveaux outils numériques qui voient le jour aujourd'hui. En fait, tout simplement, pour améliorer ses ventes et augmenter ses conversions, tout ça, il y a deux possibilités. Soit on va avoir une équipe commerciale qui va grandir, on va avoir de plus en plus de commerciaux, soit on va optimiser leur travail pour que chacun des commerciaux fasse plus de ventes à la fin du mois. Donc c'est là que la partie Ops intervient. Du coup, c'est la mise en place de tous ces outils, de toutes ces automatisations, de toutes ces optimisations qu'on peut faire pour améliorer les ventes. Ouais, je rejoins complètement Clément sur ce qu'il dit. Donc moi, chez Partout, pour ma part, c'est donc le rôle de Sales Ops existe, hein. Il y a 2 personnes en charge à plein temps sur cette tâche. Mais par contre, effectivement, la boîte, elle grossit. Les objectifs augmentent aussi, suivent la même tendance. Donc, on est encouragé chacun opérationnellement dans ses tâches à trouver des outils, de nouveaux process pour améliorer l'efficacité, pour améliorer tout simplement l'efficacité qu'on a à produire du résultat. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été clair et si Matt, tu veux rebondir sur quelque chose. Ok, non, mais c'est intéressant. Donc, on parle dans les deux cas de data, de stratégie, de process, d'outils. J'aurais voulu savoir, c'est quoi les qualités d'un Sales Ops? Je pense qu'il faut être très analytique. C'est vraiment le truc le plus important aujourd'hui. Quelque part, je pense qu'il faut être un petit peu feignant aussi. J'ai l'impression d'avoir fait de l'Ops depuis que je suis lycéen, étudiant, où du coup j'étais assez feignant, je voulais avoir le plus de temps possible pour profiter de ma vie étudiante. Et du coup, tout ce que je pouvais automatiser, toutes ces bêtises-là, je le faisais un petit peu tous les jours pour gagner du temps. Et voilà, c'était un petit peu évident pour moi que l'Ops était un truc cool pour la suite. Ok, ok. D'ailleurs, Clément et Antoine, on a une petite question pour vous. Je pense que c'est bien d'y répondre maintenant pour éclaircir directement au début. Il y a Alain qui demande quelle est la différence entre un sales ops et un business developer. Alors, sous contrôle de Clément, je vais tenter de répondre à la question. Le business developer, son boulot, ça va être de rapporter du business à la boîte. Comment il fait? Il va suivre des process commerciaux qui sont en partie créés et pensés par les sales ops et à terme aussi tout le temps en train d'être itérés par les sales ops
pour gagner en efficacité, gagner du temps, gagner du temps et gagner en efficacité tout simplement. Ok, très clair. Voilà. Ok. Et Clément, ouais, c'était ok. Ouais, c'est bon, je valide. Ok, Enfin, super. j'étais stressé au début de la question et ça va beaucoup mieux. Merci. Non, mais c'est intéressant. Du coup, un business développeur, il pourrait tout aussi bien faire son métier euh, un peu tout seul, en faisant plein de choses à la mano, etc., sans processer les choses. Mais au bout d'un moment, il atteindrait rapidement un plafond en efficacité parce que pour faire de la lead gen, on sait qu'il faut faire parfois multiplier les actions de lead generation, multiplier les leviers. Et au bout d'un moment, en termes de volume et d'organisation, c'est compliqué. Là, ce qu'on dit là, c'est que le sales ops, il vient amener des process, des outils qui permettent à ce même business developer d'être beaucoup plus efficace et de toucher, d'aller créer plus de relations. Parce que c'est la raison d'être du métier de business developer, c'est de créer des nouvelles relations qui vont se transformer potentiellement en clients. Donc le sales ops permet ça, c'est ça, de créer de plus de relations dans le même temps avec des outils, des process, l'ingénierie sales presque. Exact. Ok, bah, top, bah, ça fait un bon pont vers les techniques. Est-ce que chacun, on peut plonger un petit peu dans votre quotidien chez Live Mentor ou chez Partout pour en savoir un peu plus sur vos techniques de sales ops? Ouais, très bien. En fait, c'est assez simple. Je pense que c'est initialement beaucoup d'observations. On va regarder comment aujourd'hui les commerciaux travaillent, quels sont les points de friction qu'ils vont avoir, où est-ce qu'ils vont perdre du temps, quelles sont les tâches un petit peu répétitives qu'ils vont faire, qui sont très chronophages et pas forcément utiles. Du coup, là, ça va être de mettre en place des automatisations. Si je prends un exemple assez simple, par exemple, avant, un sales qui passait un coup de téléphone, le client ne répondait pas, il allait lui envoyer un petit mail personnalisé. J'ai essayé de te joindre, voilà ce qu'on fait, bon, le truc un peu classique. Aujourd'hui, on va être capable de savoir, par exemple, automatiquement si l'appel est tombé sur un répondeur ou est tombé sur une personne. Et automatiquement, si c'est un répondeur qui a été reaché, on va envoyer un mail qui sera déjà personnalisé avec différents outils de personnalisation qui sont dans le CRM. Du coup, le commercial, en fait, plutôt que de passer 10 minutes après sa tentative d'appel à écrire son mail et compagnie, là, il peut tout simplement passer au call suivant et il n'a plus besoin de s'embêter avec toute la partie entre guillemets administrative et chronophage. Yes, et puis moi, si je peux aussi tenter d'être aussi précis, je vais pouvoir vous expliquer un exemple concret. Donc, je reviens sur ce que disait tout à l'heure Clément, donc avec un problème, une hypothèse, une expérience et un résultat. Donc, nous, on était confrontés à une problématique dans l'équipe BDR et notamment avec l'organisation que j'avais. C'est que sur ma semaine, je passais 35% de mon temps à envoyer des mails versus 30% de mon temps à appeler des prospects. Donc, ça a un petit peu attisé ma curiosité parce que on est vraiment plus efficace au téléphone. Hein. C'est là où on va décrocher nos rendez-vous, c'est quand on a la personne en face de nous dans la discussion. Et pourquoi on passe du temps à envoyer des mails? Parce que déjà, on en grand compte. Notre pipe est pas infini. Donc, on parle régulièrement aux mêmes personnes et on doit être hyper pertinent avec eux dans nos échanges. Donc, les mails sont hyper importants car ils sont personnalisés, car ils permettent de mettre du lien et de mettre de la cohérence dans les échanges, comme je disais, et ils réchauffent surtout nos appels à froid. Et donc, ça facilite la prise de rendez-vous. Donc voilà, ça c'est le contexte. Donc l'hypothèse. Petite question Je t'en prie, Matt. Antoine. Est-ce que tu as un outil pour mesurer ton temps, pour mesurer le temps que tu passes sur tes actions ou c'est à peu près comme ça? Alors ça, je l'ai fait récemment. Du coup, je voulais savoir vraiment en quantitativement parlant à quoi ça, enfin le nombre exactement. Donc du coup, j'ai calculé tout simplement mes tâches à la semaine. Bon là, je fais quoi le matin à peu près. Bon, c'est des moyennes, hein. Mais effectivement, j'ai eu ces résultats-là en calculant avec ma calculette un Ok, pourcentage, quoi, tout simplement. ok. Donc ça, c'est le contexte. Ensuite, l'hypothèse, c'est en fait si je réduis le temps que je passe à rédiger mes mails en automatisant la tâche, tout en gardant, ça c'est important de le souligner, le même niveau de personnalisation et la même pertinence que d'écrire des mails à la main, mais je vais pouvoir augmenter le temps que je passe en session de call et décrocher plus de rendez-vous. Donc ça, c'était mon hypothèse.
Et concrètement, comment ça fonctionne? Donc, moi, j'ai testé un outil qui s'appelle Lemlist. Donc, en gros, j'ai automatisé 70% de ma prospection. Donc, 70% de mes comptes dans mon pipe, j'ai automatisé les books sur Lemlist. Donc, bien sûr, j'ai sectorisé mon pipe donc en 11 parce que j'ai 11 secteurs d'activité différents pour faire des boucles de mail pertinentes au secteur et toujours pour garder de la pertinence. Voilà, donc les comptes qui allaient dans ces 70%, c'est des comptes que je n'avais pas eu en call ou par mail depuis les 4, 5, 6 derniers mois. Donc, c'est des comptes que je pouvais me permettre d'automatiser, d'aller nourrir automatiquement. Voilà. L'enjeu, c'était surtout de bien relier Lemlist et Salesforce, qui est notre CRM qui fait foi, hein, c'est le CRM principal de partout. Donc ça, tout simplement, ça a été fait par un Zap sur Zapier pour notifier dès qu'il y avait une action faite sur Lemlist par rapport à un compte, un mail qui part, un mail qui revient, que ça se log directement sur Salesforce. Donc, pas de perte d'information par rapport à ça. Et ensuite, l'idée, c'est de rebondir sur, une fois que les books sont partis, l'idée, c'est de rebondir sur les signaux que m'indique Lemlist. Donc, un mail, si un mail est ouvert, si un prospect a cliqué sur un article plutôt qu'un autre. Et ça va me permettre de créer ma session de call prochaine et d'appeler mes prospects les plus chauds et du coup d'avoir de la bonne information et de rendre plus pertinente encore ma séance de call parce qu'en plus, je vais avoir des signaux hyper précis d'un prospect qui a cliqué sur un lien qui parlait de ce sujet-là et pas d'un autre. Donc, ça va rendre l'échange assez efficace. Voilà, une fois que j'ai appelé le prospect, il y a 3 possibilités. Donc, il y a soit la prise de rendez-vous. Donc, ça, c'est parfait. Toutes les tâches sont optimisées. Le mail a été automatisé. C'est rentré dans ma fiche de session, dans ma liste de sessions phoning. J'ai pris le rendez-vous. Je n'ai pas passé beaucoup de temps. C'est parfait. Deuxième possibilité, mon interlocuteur est non touché. Donc, à ce moment-là, je me prends un barrage secrétaire, très classique. Je tombe sur répondeur. Le prospect retourne dans la boucle Lemlist et Salesforce aussi dans le marketing se faire nourrir jusqu'au prochain signal. Et troisième possibilité, l'interlocuteur est touché. Donc là, en principe, j'ai réussi à récolter des informations supplémentaires sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer. Et à partir de là, je reprends la main sur toutes les actions du compte et il rejoint le club des 30%. Donc, c'est quoi le club des 30%? C'est les comptes pour lesquels je prospecte complètement manuellement. Donc, c'est quoi les comptes qui font partie de ces 30%? C'est des comptes qui sont plus stratégiques ou plus prioritaires pour la boîte. Voilà. Et ce que tu veux dire, Antoine, c'est que là, du coup, tu as automatisé le fait de contacter tes prospects par email. Tu as fait un Zapier. Donc, en fait, tu as lié ces contacts par email à ton CRM qui est Salesforce, c'est ça? Ouais, en gros, alors le Zap, il sert uniquement à ne pas perdre d'informations. Parce que du coup, là, moi, je suis pas SalesOps non plus, mais c'était la condition des équipes SalesOps qui, eux, se battent pour avoir la data. Et en fait, si on travaille avec un outil et si la data n'est pas loguée, je pense que Clément, il pourra attester. Si la data ne se retrouve pas dans le CRM qui fait foi, en fait, oui, effectivement, le travail sera fait, mais cette data, on ne pourra pas l'exploiter. Et aujourd'hui, c'est hyper important de ne pas perdre d'informations. Ok, donc toi, ton enjeu, c'est que ta data sur toutes tes interactions avec tes clients, elle reste dans ton CRM. Ouais, peu à importe. savoir Salesforce, ta fiche client est dans ton CRM. Ouais. Okay. Peu importe l'outil qu'on utilise, etc. Il faut toujours que. Donc, quand on a un Zap, c'est mieux. Hein. Mais après, sur 1500 mails envoyés, ça veut dire que si je n'avais pas ce Zap-là, si je n'avais pas cette automatisation entre les deux, j'aurais été obligé de me taper tout à la main. Et au final, ça n'aurait pas été viable comme système. Ok. Voilà. Et donc, les personnes qui rejoignent ton club des 30%, c'est ceux qui ont répondu. Comment il faut faire? Alors, effectivement, dans mes 30%, il y a plusieurs cas. Il y a les comptes hyper stratégiques. Donc, je vais te parler d'un cas concret en grand compte. Là, ça va être un cas hyper concret. Un compte comme Vinci que je vais galérer pour infiltrer. Je vais parler à cette personne-là qui va me faire rebondir sur celle-ci. Je vais avoir un travail de relationnel avec une personne
qui va aboutir juste à une information. Donc, c'est très compliqué de s'infiltrer dans ces comptes-là et de créer de la confiance, de l'interaction et tout ça. Donc ça, je peux pas du tout me le permettre. Déjà, c'est trop complexe pour automatiser, parce que ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait pas de pertinence. Et ensuite, avec une erreur, imaginons il y a une erreur, une bug dans le système, un prénom, un machin, je peux ruiner tout un travail aussi. Ok. Voilà, donc il y a ce cas-là, compte stratégique, compte prioritaire, ça veut dire, par exemple, dans un pays à chez partout, on a pris un rendez-vous en Espagne, par exemple, on a pris un rendez-vous avec ce prestat. J'ai l'information, généralement, ça fait directement une mise en relation. Je perds pas de temps, je priorise, je le fais à la main, ça me prend 5 minutes. Et troisième possibilité, effectivement, les gens qui répondent à mes mails ou les gens avec qui j'ai eu une interaction au téléphone. Du coup, c'est théorique et bête et méchant. Vu que j'ai de l'information supplémentaire, je vais pouvoir m'appuyer dessus. Et du coup, les informations qui sont dans ma boucle ne sont plus pertinentes vu que ma boucle a été faite avant et que je ne rebondis pas sur les éléments qu'on m'a donnés au téléphone. Ok, donc grâce à ces automatisations, ça te permet vraiment de te concentrer à la mano sur tes 30% qui sont à fort potentiel business pour toi. Tous les autres qui ont pas qui sont moins stratégiques ou avec lesquels tu n'as pas eu de hook, que tu n'as pas eu d'interaction qualitative, ils repartent dans des boucles automatiques. Exactement. Qui sont aussi, j'y viens, qui sont aussi, ça veut dire que dans ces boucles, pour pas perdre de pertinence, comme j'ai dit, j'avais sectorisé mes comptes pour que le secteur de l'automobile reçoive des chiffres de l'automobile, etc. Et non pas faire l'erreur de faire des boucles de mail globales pour tout le monde. Donc déjà sectoriser son pipe pour orienter le contenu vers les informations qui ont de l'intérêt pour les interlocuteurs qu'on vise. Et deuxièmement aussi, ce qu'on peut faire sur l'EMI, c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut préenregistrer en fait dans son fichier CSV des icebreakers. Donc en gros, ça va nous permettre d'automatiser quelque chose qu'on ne pensait pas pouvoir automatiser. Parce que l'icebreaker, c'est vraiment le truc quand tu écris ton mail, tu fais le tour sur Google rapidement, ou sur le LinkedIn, tu fais un icebreaker. Donc ça va être quand je crée mes books, je vais aussi aller faire. Bon, j'en trouve pas pour tout le monde, mais je vais essayer d'en trouver pour chacun. Plutôt intéressant. Rentrer mes icebreakers, comme ça, je les fais une bonne fois pour toutes. Et une fois, ça sera dans la boucle. Comme ça, c'est automatisé, mais qu'on soit d'accord, on ne perd pas de pertinence dans la personnalisation et dans le contenu. Voilà. Et si je peux terminer sur juste les bénéfices que ça m'a apporté, ce process. Donc, il y a 0 effort à fournir, hormis la création des boucles et des icebreakers. C'est à peu près 15-20 heures de travail en comptant la prise en main un peu de l'outil. Mais après tout ça, tout ce travail-là, il va être déchargé pour 1 mois et demi. Une boucle, moi, il faut 1 mois et demi. Donc, ça veut dire que c'est 15 heures de travail pour 1 mois et demi de repos. Donc, c'est assez intéressant quand même. Okay. Donc, c'est plus de 500 prospects contactés en 1 mois, ce qui vaut à 50 emails par jour. Donc, c'est assez challengeant d'en faire 50. C'est même très challengeant. Plus de calls, parce que le temps que je passe en call, c'est le temps que j'ai sauvé, qui à la base me servait à envoyer des mails. Plus de pertinence dans les échanges, parce qu'on rebondit sur des signaux précis. Plus de temps pour prospecter les comptes, comme tu disais Mathieu, que je fais à la mano, donc plus de qualité. Et à la fin, plus d'opportunités créées. Voilà, j'ai fermé la boucle pour ce process. J'espère que ça a été clair. Ouais, hyper clair. Et ça, tu l'as fait tout seul ou avec l'aide des sales ops dans ta boîte? Alors, j'ai le Zap, c'était un peu plus compliqué que prévu. Du coup, je l'ai fait avec Hélène, qui est la responsable Ops chez Partout. Okay. Et effectivement, l'idée, c'est de travailler en équipe. Le but, c'est pas de faire tout seul. De toute façon, je demande toujours la validation. On fait rien. On prend les initiatives, on demande à la validation. Et généralement, c'est très, très bien reçu vu qu'on est encouragé à faire ce genre de test. Top. Ouais, merci beaucoup. Je reviens un petit peu sur ce que disait Antoine tout à l'heure, sur la partie justement d'avoir tout dans le CRM. Effectivement, moi, c'est un de mes gros enjeux au début et encore maintenant, dans le sens où, en fait, vu que nous, nos clients vont être en contact avec différentes personnes, donc ça va être le sales au début, puis après la personne qui va faire son financement, puis après l'équipe support quand ils sont en formation chez nous, il faut qu'on puisse avoir l'information partout et que chacun ait accès à l'information. Du coup, si par exemple Antoine envoyait ses mails juste avec sa boîte mail et qu'il n'y avait aucun log dans le CRM, le jour où il est en vacances ou où il y a un changement de partenaire ou quelque chose comme ça, l'information est perdue
Et là, c'est un peu catastrophique parce que du coup, il y a plein d'informations importantes qui sont plus présentes. Ces informations, elles nous permettent aussi derrière de faire des analyses un petit peu plus data, qui nous permettent, par exemple, de savoir que voilà, sur tel secteur, il y a une pain assez fréquente sur ces personnes-là. Et du coup, on va voir qu'elle revient très souvent. Vu qu'elle revient souvent, on va pouvoir la mettre plus en avant dans le pitch de vente. Et du coup, c'est comme ça qu'on va optimiser au fur et à mesure. Et Clément, j'ai une question. Comment Ouais. tu arrives à détecter la pain, du coup, vu que c'est dans c'est du contenu dans le mail, c'est des réponses de prospects, j'imagine? Nous, c'est plus sur les notes que vont prendre les commerciaux, par exemple, tu vois, quand ils sont au téléphone, ils Ok. vont prendre leurs notes dans le CRM. De ces notes, tu peux voir s'il y a des mots qui reviennent plus souvent. Souvent, ils font ça en bullet point, donc voilà, tu vas voir un petit peu les pains principales et après, tu peux prioriser en fonction du secteur. Ok, très clair. Voilà. Pendant qu'on est sur les techniques aussi, il y a une grosse partie de reporting qu'on fait où on va sortir plein de tableaux qui vont permettre à plein de personnes d'avoir l'information. Donc, ça va être le board, par exemple, pour eux qu'ils aient un suivi un petit peu sur leurs équipes commerciales. Ça va être les managers pour voir plus précisément quel commercial va être moins performant, pourquoi il va être moins performant. Euh, et c'est là qu'on va aller voir, OK, lui, il est moins performant, mais pourquoi? Est-ce qu'il perd du temps parce qu'il perd du temps sur une tâche ingrate qui est liée à son secteur? Est-ce qu'il perd du temps parce qu'il est simplement moins performant? Est-ce qu'il perd du temps parce que tout le monde a un outil, mais lui, il ne l'a pas, et pourquoi il ne l'a pas? Voilà. Ok. Merci beaucoup, Clément. Est-ce que juste tu peux revenir une minute sur la technique que tu as expliquée au début qui me semblait intéressante sur le fait de quand on est en session de call, le but c'est d'enchaîner les calls rapidement. Il ne faut pas s'arrêter à chaque fois et faire un mail de suivi. Et donc, t'expliquer que vous avez réussi à automatiser le fait une fois que tu as eu quelqu'un au téléphone, le mail part et tu peux enchaîner les calls, c'est ça? Ouais, totalement. En fait, on travaille avec Aircall aujourd'hui pour la téléphonie. Ok, En fait, à la fin du call, on peut taguer tout simplement l'appel. C'est le commercial qui va avoir un petit pop-up qui va dire est-ce que tu as eu la personne? Est-ce que tu es tombé sur un barrage secrétaire? Est-ce que tu es tombé sur juste un standard, un répondeur? Et en fait, en fonction de cette réponse-là, le CRM va pouvoir déclencher une action. En fait, on a plein de workflows comme ça qui, en fonction du déclencheur, vont amener d'autres actions. Là, typiquement, c'est l'appel n'a pas été reaché, on va envoyer un mail. Si c'est un deuxième appel, que ça fait 2 fois de suite qu'il n'est pas reaché, on va envoyer une autre boucle de mail. Et après 4 ou 5 calls, tu vois, on va envoyer un peu le mail de la dernière chance et après, on ne rappellera pas. Mais tout ça, du coup, c'est automatisé. ok. Donc, vous avez Aircall d'un côté Ouais, et qui est HubSpot. lié à un outil d'envoi d'email, que ça peut Non, être les LMlist ou non, non, c'est non, dans Aircall. c'est tout ça. Non, c'est dans notre CRM, du coup, dans HubSpot. Ok, c'est On a nos HubSpot. séquences qui sont toutes prêtes et qui vont être déclenchées par des workflows. Ouais. Ok. Et, et un sales, j'ai une question pour Clément. Un sales chez Live Mentor, ça, du coup, il fait quand même du mail personnalisé à ses prospects à côté. Il a juste ça qui est vraiment opérationnellement, c'est automatisé quand il fait sa session de call. Voilà, ça c'est pour les gens qu'il n'a pas eu. Après, dès qu'il va avoir des personnes, il va avoir lui, il a ses propres séquences de mails qui sont prêtes, qu'il va Ok. repersonnaliser en fonction de l'échange. En fait, tu as un espèce de modèle avec deux, trois endroits où tu vois en fonction de ses notes, ça va s'incrémenter directement dans le mail. Où en fait, pendant qu'il prend ses notes, il est presque en train de donner les informations qu'il a sur le prospect et il peut juste les remettre dans le mail directement après. Donc, tu as une personnalisation qui se fait, mais après qu'il y ait eu un reach, pas avant. Ok, très clair. Ok, donc en fait, que ce soit du côté de Antoine chez Partout ou Clément chez Live Mentor, à chaque fois, les sales ops interviennent beaucoup pour automatiser la prospection et les envois d'emails avec des prospects froids ou tièdes. À partir du moment où ça devient un prospect très chaud, j'ai l'impression quand même que là, le business developer rentre beaucoup plus dans du à la mano et de la personnalisation pour justement, il gagne du temps pour se focus là-dessus, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Bah, de toute façon, c'est compliqué d'être pertinent si tu n'inclus pas les informations qui t'ont été données avant. Ouais. Et le truc, c'est qu'avec une séquence, forcément, avant d'avoir eu la personne, tu n'as pas ces informations. Et donc après, elle devient obsolète. Ouais. Ok. Et donc, chez vous, en termes d'outils, vous fonctionnez avec Aircall pour les calls et votre CRM, Salesforce côté partout, et chez vous, c'est HubSpot, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Top. Ben, merci beaucoup. On a pas mal parlé de technique pour terminer, enfin la dernière partie, c'était qu'on voit bien qu'il y a
dans vos deux cas de figure, il y a des relations entre les équipes business developer ou commerciales et les équipes sales operations. Comment on fait pour améliorer ces relations ou faire que ça fonctionne bien? Il y a forcément des frictions, il y a forcément… Tout à l'heure, tu as dit, Clément, que dans tes missions, tu allais quand même essayer de faire du reporting pour voir la personne qui est moins performante et essayer de comprendre pourquoi. J'imagine qu'il y a un enjeu d'équipe derrière. Ouais, bien sûr. Après, on va pas, c'est pas entre guillemets, je sais pas comment, c'est pas du flicage non plus Bien pour sûr. dire ah toi t'es mauvais, tu vois. C'est vraiment pour faire en sorte que tout le monde s'améliore et s'en sorte. Mais c'est pas évident effectivement au début quand tu rentres dans une équipe où, enfin, tu vois, j'étais le premier sales ops à arriver, donc tous les commerciaux avaient toujours bossé un petit peu de la même manière. Quand tu arrives, tu vois plein de choses, tu as envie de changer plein de trucs. Et du coup, il y a plein de gens qui sont quand même très réfractaires au changement. Et toi, tu arrives avec plein de nouveaux process, des trucs. C'est un peu compliqué de s'intégrer là-dedans au début. Surtout en plus que eux, ils ont l'impression de plus perdre de temps au début, le temps qu'ils appréhendent ces nouveaux process, ces nouveaux outils. Et après, en fait, dans le temps, quand ils se rendent compte que ton travail les aide quand même au quotidien et que c'est cool, c'est globalement assez cool ce que tu as fait, là, il y a une relation de plus de confiance qui va s'installer. Et tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai de plus en plus de commerciaux qui d'eux-mêmes vont me dire, bah voilà, là, je pense qu'on peut l'automatiser, ça, je pense qu'on peut l'automatiser, est-ce que tu as une solution pour ça? Et c'est là que ça devient ultra intéressant, c'est que du coup, c'est vraiment un travail d'équipe sur faire remonter les problèmes et résoudre, quoi. Il y a aussi plein de commerciaux qui sont en mode, voilà, j'ai pensé à ça pour éventuellement l'optimiser. Si tu as besoin d'un coup de main, on peut faire ça. Si tu es chaud qu'on le fasse ensemble, je suis chaud aussi. Parce que tu vois, j'ai eu le souci aussi de refondre on avait 2 pipelines commerciales avant. On l'a refondu pour en avoir une seule et faciliter un petit peu les process. Au début, ils étaient un peu totalement perdus quand ils l'ont mis en place et ça, c'est ma faute. C'est qu'en fait, j'ai pas assez communiqué avec eux avant de mettre en place ce nouveau process et finalement, c'est pas moi qui ai les mains dans le cambouis. Leur réalité, elle est un peu différente que celle que moi j'ai. Et forcément, il y a des trucs auxquels je n'avais pas réfléchi, où en fait, je pensais que là, ça allait les aider, mais pas du tout. Juste, ils perdaient plus de temps qu'autre chose. Et c'est comme ça qu'après, on affine. Et c'est là que tu te rends compte que les relations sont ultra importantes, quoi. Ouais, Ça, moi c'est- je suis d'accord avec Clément sur le fait que ouais, effectivement, c'est pas du flicage parce que moi, du coup, je suis dans le rôle de sales, hein, je le rappelle. Et du coup, on est à fond accompagné par les sales ops pour aussi leur donner des retours sur ce qu'ils font. Bah, ouais, effectivement, le schéma global, c'est celui-ci. Par contre, opérationnellement, derrière, là, on perd un peu de temps pour faire ça. Et finalement, on perd du temps pour quelque chose qui n'est pas hyper important, hyper pertinent, qu'on va pouvoir placer à un autre endroit dans le process ou alors on va complètement se détacher de la tâche en question. Donc, ouais, tout ça pour dire il y a beaucoup d'allers-retours et c'est un travail d'équipe avant tout. Et après, le sentiment que peut avoir un sales quand un mec comme Clément veut tout changer, c'est aussi qu'il y a des enjeux d'objectifs et que tout, ben, surtout en BDR où tu es objectivé, où la temporalité est à la semaine au niveau des objectifs. Du coup, si tu perds 3 jours à comprendre, à comprendre un process, à appréhender un outil, bah, tu n'as plus que 3 jours, puis encore le vendredi, c'est un peu une journée où les prospects sont pas trop à l'écoute, donc tu n'as plus que 2 jours et demi pour faire tes objs. Donc c'est un peu compliqué et ça peut aussi venir de là, cette réticence par rapport aux enjeux d'objectifs, tout simplement. Et je pense aussi, Clément, tu as déjà dû l'entendre, tu as aussi le retour pourquoi changer alors que ça fonctionne quand même globalement bien, vu que tu n'as pas encore démontré que ça pouvait fonctionner mieux. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Il faut laisser un peu le temps aux choses. Et souvent, tu as une intuition, tu espères qu'elle est bonne, tu mets en place. Mais après, il y a des trucs que tu mets en place où tu reviens en arrière parce que tu te rends compte que c'était juste une grosse connerie, quoi. Mais bon, c'est le jeu, quoi. Ok. Et vous avez mis des process en place justement pour bien bosser ensemble, euh, notamment sur vos temporalités différentes. Un business developer qui a sa temporalité, ses objectifs à la semaine, effectivement, c'est pas la même qu'un sales ops qui potentiellement met un projet d'automatisation de process qui lui bosse sur un projet de plusieurs semaines, quoi. Bah, généralement, en fait, c'est plutôt comme moi dans l'équipe BDR ou d'autres dans mon équipe. On va tester des outils chacun.
Donc, on va pas mobiliser 4 personnes dans une équipe pour tester un outil ou un process. Généralement, on va dire, bah, est-ce qu'Antoine, ça te dirait de tester cet outil? Et puis là, toi, ton rôle, une fois que tu acceptes, entre guillemets, la mission, ça va être, bah, OK, j'ai un outil entre les mains, il me permet de faire ça, ça, ça. Comment je vais articuler mon job autour de ça pour être le plus efficace possible. Donc, c'est toi un peu qui te casse la tête. Donc, on est peut-être moins exigeant la semaine où tu fais où tu itères sur le process au niveau de tes objectifs. Les autres gardent leurs objectifs et une fois que tu as mis tout ça en place, bah, soit tu as des résultats, soit tu n'en as pas Ok. et tu mets le process en place ou pas. Voilà. Ok. Moi, ça dépend beaucoup des projets. Sur les petites tâches un peu du quotidien qui vont être des micros updates, ça en général, je le fais tout seul parce qu'en fonction des retours, je sais que ça va être pertinent. Et du coup, là, je mets juste sur le Slack, dans le channel sales, un petit update, nouvelle propriété ici, voilà à quoi elle vous sert, et go. Je passe aussi régulièrement sur les daily. Tous les matins, ils font un daily d'une demi-heure pour revoir leurs chiffres et compagnie. Là, c'est un moment où je peux passer pour dire, voilà, j'ai mis ça, ça en place, voilà ce qui va changer. Ou est-ce que vous avez des retours, ou j'ai pensé à ça, est-ce que d'après vous c'est pertinent? Si c'est pertinent, ok, je bosse dessus et demain on voit comment on le déploie. Et sur les projets plus long terme, j'essaie de les inclure le plus possible avec surtout les managers. Là, j'en suis là. Est-ce que pour l'instant ça vous semble pertinent? Est-ce que vous voyez des choses en plus? Il y a des sales qui vont s'y revenir parce que c'est des sales qui vont être plus confrontés à ces problématiques-là. Et je fais aussi encore un petit peu de shadow des sales. Tu vois, je vais passer par exemple une matinée en shadow, donc à écouter les calls du sales, mais surtout en ayant son partage d'écran. Et là, ça me permet de voir ben, où il perd du temps, où il est moins efficace, et puis voilà, s'améliorer tout simplement avec ça. Et du coup, là, je vais en parler avec lui, genre là, tu perds du temps, est-ce que tu vois une solution, toi, pour faire mieux? Et s'il en trouve une ou si j'en trouve une, et ben, on déploie. Intéressant. Ok. Et petite question par rapport à ça, vous avez parlé d'objectifs. Est-ce que vous avez les mêmes, vous partagez vos objectifs commerciaux avec les sales ops? Alors, chez nous aujourd'hui, non, c'est en réflexion. On va potentiellement être inclus dans les objectifs d'équipe parce qu'effectivement, s'il y a plus de ventes, logiquement, on en fait partie. Après, c'est assez compliqué de trouver les KPI qui vont déclencher les objectifs. Nous, là, pour l'instant, on parlait effectivement du volume mensuel qui était généré par rapport à l'objectif d'équipe. Après, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on pourrait être objectivé, mais c'est vrai que c'est plus complexe sur la partie sales ops. Et je suis en train justement de benchmark un petit peu avec d'autres ops, d'autres boîtes là, pour voir eux sur quoi ils sont objectivés, comment ça marche. Mais vu qu'on a quand même tous des secteurs assez différents et des missions au final en ops qui sont très variées, c'est compliqué de faire une vraie objectivisation. Ouais, tu vois quoi. On a compris, on a compris. Ouais, vous l'avez, ouais. Moi, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je ne sais pas. Mais pareil, là, en réfléchissant, je vois pas. C'est assez compliqué de trouver les KPIs qui pourraient nous rapprocher, sur lesquels on pourrait trouver des objectifs communs, quoi. Mais c'est une bonne question. Et si Clément me dit qu'ils sont un peu en pourparlers, j'en parlerai, je me renseignerai là-dessus. Ouais. Top. Mais après, de toute façon, toi, même sans ça, tu as dans tous les cas la satisfaction de voir que tes actions ont un réel impact. Tu vois, je vais prendre l'exemple des SMS chez nous. C'est un truc qu'on n'avait pas du tout au début. Donc, on appelait des gens et ils ne nous répondaient jamais. Bon, on était en mode, bon, bah, c'est pas grave, on t'a appelé 5 fois, on laisse tomber et on te met dans les perdus. Juste le fait d'avoir implémenté les SMS en interne avec un truc qui s'appelle Sakari, donc qui fait le lien entre Aircall et HubSpot, qui est du coup un SMS provider. On se rend compte qu'il y a plein de gens, tu vois, tu vas les appeler au premier appel, les gens sont ultra chauds, mais juste ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils sont en réunion ou un truc comme ça. Et souvent, Bonne excuse. bah ouais, non, mais dans les 10 minutes, tu as un message, désolé, je suis en réunion, est-ce que vous pouvez me rappeler à 17h? Et tu vois, ces gens-là, si on les rappelait toujours à la même heure, ils sont toujours à la réunion au même moment, et ben, tu les appelles 5 fois et tu mets à la poubelle des leads qui étaient ultra quali. Et juste ça, on a vu que les SMS sur nos ventes, ça nous ramenait quand même pas mal de monde aujourd'hui, quoi. Ok. Du coup, après, tu as le côté, ouais, genre, OK, je fais pas les choses dans le vent, et du coup, j'ai vraiment un impact sur les ventes à la fin. Tu vois. Ok. 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 Hyper intéressant. C'est Sakari l'outil? Ouais, ça carry, ouais. Ok. Ok. Je Bon, note. après, Aircall va le mettre en interne très rapidement. Je pense que d'ici Ouais. 2-3 mois, ce sera internalisé.
Aujourd'hui, Sakari est la solution alternative. Ouais. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour toutes ces explications et ces exemples hyper concrets. Petit récap pour ceux qui nous ont rejoints en cours. On a fait 3 parties globalement. On a défini le métier de Sales Ops dans 2 boîtes différentes, en tout cas partout, et Live Mentor. Mais ils sont plutôt d'accord, donc c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on est entré dans le détail de techniques de Sales Ops que Clément et Antoine utilisent respectivement dans leur boîte. Et à la fin, on a terminé sur les pistes pour améliorer la relation entre les équipes Sales, Business Development et Sales Ops qui doivent travailler main dans la main au jour le jour. On va passer aux questions-réponses parce qu'il y a eu pas mal de questions. Pour ceux qui doivent nous quitter, sachez qu'il y aura un replay. Pour les autres, je laisse la main à Sacha. Ouais, donc il y a eu pas mal de questions en effet, un peu pour Clément, un peu pour Antoine, vous en avez chacun un peu. La première question, c'était une question d'Alexia qui demandait à Clément quel outil tu utilises pour automatiser le fait d'envoyer un mail selon la personne, selon si la personne décroche au téléphone ou pas. Tout à l'heure, tu en parlais au début. Et je voulais Ouais. savoir l'outil que tu utilisais. Et ben ça, c'est au sein de HubSpot, tu as une partie qui s'appelle Workflow et Ok, c'est pour avoir tes déclencheurs et les actions à mettre en face. ok, très clair. Euh, Après, pour Antoine, il y avait une question, c'était comment tu fais pour trouver les numéros de téléphone de tes prospects? Il y a alors Google est mon ami entre guillemets. Ensuite, j'ai des extensions comme je pense tout le monde a sur LinkedIn. Ça va s'appeler Apollo, ça va s'appeler Call CRM. Donc bien sûr, tout ça c'est des outils payants. Donc ne pas hésiter à se mettre sur plein d'outils pour profiter des crédits quand on a peu de budget. J'utilise quoi aussi Apollo. Après, il y a tout ce qui J'utilise est aussi drop contact, Casper. Drop. Casper, le chat. Ouais, mais moi, j'utilise pas. En fait, j'utilise pas vraiment d'outils parce que donc ça va être des outils quand je suis sur un compte LinkedIn où je vais vouloir avoir un numéro précis. Donc un Lusha, par exemple, j'utilise beaucoup Lusha. En équipe, on a un compte pour utiliser Lusha. Mais sinon, je vais pas avoir besoin de scraper. Donc j'ai pas besoin typiquement de drop contact parce que dans la partie grand compte, les réseaux d'enseignes de plus de 50 implantations, ça existe, ça s'en crée pas tous les jours. Donc du coup, on a moins besoin de ramener du lead en gros. Et du coup, ça va être à la mano quand on va qualifier un compte, etc., etc. Et du coup, j'utilise beaucoup Lusha, Apollo, Call CRM, pour être précis. Ok, très clair. Donc, merci pour tous ces outils. Après, on avait une question de Laura. Est-ce que les sales ops ont un impact sur la stratégie de vente? Donc, ça, c'est une question pour vous deux, c'était pas précis. Vas-y, Clément. Ouais, je pense que ça va beaucoup dépendre des boîtes et de la relation un petit peu avec les équipes commerciales. Sur la stratégie, oui, mais plus pour moi sur la stratégie côté process, où du coup tu vas avoir ton cycle de vente qui va éventuellement être modifié en fonction de la data. Après, moi aujourd'hui, tout ce qui est partie pitch et compagnie, j'y touche assez peu. On devrait le récupérer au sein du pôle quand on grossira un petit peu, où je pense qu'on aura quelqu'un en sales enablement qui va du coup se charger de toute la partie formation aux sales et tout ça. Sur la stratégie pure, ouais, voilà, on est présent, mais on n'est pas décisionnaire là-dessus en tout cas. On est plus en support au final sur un directeur commercial ou un truc comme ça. Ok, très bien. Après, il y avait une question de Cyril. Ça, c'est un peu pour vous deux, et même peut-être pour Matt. Comment se passe l'intégration au sein d'Iconoclast pour monter en compétence sur tous ces sujets? Elle se passe bien. Elle se passe bien. Alors, moi, je n'en ai pas du tout dans une optique de faire de l'Ops après, tout simplement parce que je ne connaissais pas du tout ce corps de métier. Je l'ai découvert au sein Ouais. d'Iconoclast. Mais en tout cas, pour toute la partie montée en compétences sur la vente, c'était ultra quali, aucun souci. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être pertinent aussi sur mes process. C'est que du coup, j'ai aussi ce background Ouais. sales. Et si je ne comprends pas comment on va vendre, je suis incapable Ouais. de mettre une stratégie en place pour vendre, quoi. Ok, ouais, en effet, Ouais, c'est important de comprendre l'écosystème pour après pouvoir Ouais, justement bien mettre en sûr. place tout ça. Ouais. et du coup, la question, si je comprends bien, c'est comment on intègre en boîte ce qu'on voit à Econo. Ouais, comment tu as pu C'est un peu monter en ça. compétence un peu sur tous ces sujets dont on a parlé chez Iconoclast? Déjà, il y a la base Icono où
on voit concrètement tout ce qu'on a à faire. Et moi, sur une semaine, en gros, toutes les tâches que je fais, je les ai vues opérationnellement chez Iconoclast, Ouais. que ça soit en théorie et en pratique, notamment sur le Seizathon. Donc après, forcément, on monte en compétences en boîte parce qu'il y a des formations en interne, parce qu'on apprend en écoutant tous les jours et parce qu'on est suivi par nos managers pour progresser. Mais sinon, toute la base de toutes les tâches que je fais au quotidien, j'ai rien inventé, c'est ce que j'ai vu Iconoclast, quoi. Ok, super, merci pour vos réponses. Après, on avait une question de Marc pour Antoine qui te demandait si c'est toi qui rédigeais les contenus que tu envoies via Lemlist. Alors oui, donc je m'inspire beaucoup des contenus marketing et des boucles de mails. Bon, la boîte a 6 ans, du coup, des mails, il y en a eu, hein, il y en a eu qui ont été créés. Et Ouais. ensuite, je prends des bonnes pratiques sur des blogs comme Lemlist qui vont te donner des bonnes pratiques pour que ton mail soit hyper pertinent, pour donner des tips sur les objets, pour changer. Il y avait une vidéo d'ailleurs qui m'avait bien plu avec Matt et le CEO de Lemlist sur les Ouais, éléments Guillaume, cognitifs, avec Guillaume, les éléments cognitifs qu'il faut changer dans le mail pour que ça fasse pas mail de prospection. Donc, je me sers de tous ces petits tips mêlés aux mails qui ont déjà été rédigés, au contenu qui est rédigé par le marketing pour créer mes mails tout simplement. Ok, super, merci Antoine. Ensuite, on avait une question de Laura qui demandait quel est le quotidien d'un Sales Ops? Oh, ça, c'est une question compliquée, ça. C'est Ouais, c'est vraiment j'imagine. ultra varié. C'est ouais, je fais jamais la même chose tous les jours. Mais si on prend un petit peu les trucs, tu vas avoir vraiment les gros projets où tu vas avoir de la réflexion dessus et tu vas vraiment travailler sur ouais, un petit peu comme sur de la gestion de projet. Tu as aussi toutes les petites tâches un petit peu plus quick fix, tu vois, où tu vas avoir un petit problème sur le CRM, tu vas avoir un outil qui est un peu cassé, où il faut faire un peu de maintenance, tu vas avoir, mettre en place un Zap. Donc ça va être plein de petites tâches un petit peu comme ça qui viennent te couper la journée et sinon tu bosses sur des projets à plus long terme, en gros. Ok, Plus la super. partie, bah, du coup, tous les meetings pour la stratégie, plus la Ouais, partie shadow, plus, ouais, mes semaines se ressemblent très peu au final. d'accord, ouais. Ensuite, on avait une question de Marc qui demandait Antoine, quels sont tes objectifs à la semaine en tant que BDR chez Partout? Alors, mes objectifs à la semaine, ils vont être. Donc, ça, c'est des process qui vont changer chez Partout. Je pense pas que je peux en dire davantage, mais là, actuellement, c'est 6 rendez-vous par semaine. C'est 6 rendez-vous par semaine qu'on doit prendre, donc avec la bonne personne, Ouais. forcément. Voilà, donc pour remplir ces objectifs, bah, il va falloir aussi mapper les comptes, rentrer des contacts qualifiés, faire la mise à jour des comptes qui n'ont pas été vus depuis quelques mois. Mais on n'est pas objectivé sur tout le travail de fond. Ça veut dire Ouais. qu'on va pas nous demander, bah, Antoine, cette semaine, il faut que tu rajoutes 10 contacts parce que c'est pas pertinent. Parce que, admettons, il en faut que j'en rajoute 18 dans 5-6 comptes. Ok, j'ai rempli mes objectifs, j'en rentre que 10. Et quand c'est pas pertinent, on a les bonnes personnes et il y en a besoin que de 5. Ça serait bête d'aller jusqu'à 10. Donc, on n'est pas objectivé sur toutes les petites tâches annexes et on est objectivé seulement sur le résultat qui est d'amener 6 rendez-vous par semaine au sales. Ok, c'est top. Ensuite, on avait une question de Cyril qui demandait si vous connaissiez l'outil qui s'appelle Palinge ou Palinge pour le suivi des prospects. Apparemment, c'est un nouvel outil. Il demandait si vous connaissez. Ouais, ça, Pas du c'est tout pour plus moi. une private joke entre nous, mais non, non, c'est pas un outil, mais Ah, ok, j'ai vu Cyril que tu étais là, coucou. d'accord. Ok, très bien. Après, on avait une dernière question de Jean-Baptiste qui disait comment arrivez-vous à segmenter l'aide aux sales au sein d'un pod avec des Customer Success Managers, des SDR, etc. Alors, avec deux choses. Déjà, nous aujourd'hui, les sales et ceux qui vont aider au financement sont sur une seule et même pipeline. Les CSM vont être sur une autre pipeline. Donc, on va segmenter déjà, entre guillemets, comme ça. Ça va être des deals un petit peu différents. Et on travaille aussi avec l'outil ticketing de HubSpot pour arriver à segmenter ces différentes choses. Pas plus à dire que Clément là-dessus, c'était très clair.
Ok, super. L'un des questions qui continue, il y a Samy qui demande où est-ce qu'on peut trouver des mails types intéressants. Je sais qu'il y en a notamment sur, tout à l'heure, tu parlais de Lemlist, je sais qu'ils en proposent sur leur outil directement des templates d'email, des templates d'email qu'on peut réutiliser, mais si vous avez d'autres sources d'inspiration, on est preneurs. Écoutez, moi je me sers beaucoup de Lemlist. Comme j'ai dit, je les crée comme ça. Après, ça me fait penser que je pourrais faire un post viral sur LinkedIn en mettant mon template de boucle de Ouais, mail et en clairement. demandant des commentaires pour l'envoyer. Ouais. Merci pour celui qui a posé la question, c'est une idée. Super. Écoutez, on a répondu à toutes les questions. Il n'y a plus d'autres questions dans le chat, donc si tout Trop est bien. clair pour le chat, c'est super. Donc c'est parfait. Moi, j'ai rien à ajouter. Merci beaucoup, Sacha, Merci. Clément, Antoine. Merci à vous. Et bonne journée à tous. C'était cool. Bonne Salut. journée. Yes, Ciao, merci. Salut. Salut. Bye bye.